Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Lily, je suis ravie de t'accueillir sur Puissante. Merci de m'accueillir, je suis trop contente. Avec plaisir. La coutume de l'épisode veut que ce soit moi qui t'introduise au moyen de ce que je sais sur toi et ça nous sert de point d'appui pour la suite de l'épisode et notamment pour l'introduction. Alors Lily, on ne se connaît pas personnellement, mais ce que je trouve puissant chez toi, c'est cette manière très sincère que tu as de raconter la transformation. Une transformation vécue comme un chemin, avec ses élans, ses doutes et ses déplacements intérieurs. Pendant longtemps, tu as évolué dans un univers brillant, rapide et surtout très exposé, celui du journalisme, de mode et de beauté. Et puis, à un moment, quelque chose en toi a appelé autre chose. Plus de silence, plus de sens et surtout, il me semble, plus de présence au monde. Tu as accepté d'écouter cet appel, même si ça signifiait de changer de cap, de ralentir et de te redéfinir. À travers le yoga, la méditation, l'écriture, la cuisine aussi, tu partages aujourd'hui une façon d'habiter le monde plus consciente et plus reliée à toi. Une manière d'explorer ce qui nous traverse, d'écouter le corps, l'intuition et de chercher un alignement sincèrement profond entre ce que l'on vit et qui l'on est. C'est ce que je perçois de toi. Ce qui me touche particulièrement chez toi, c'est cette vulnérabilité complètement assumée. Tu parles depuis l'expérience, depuis les questions, les remises en mouvement, les évolutions qui jalonnent une vie. Je suis donc très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans Puissante pour parler de ces moments où la vie nous invite à nous réinventer, pour parler aussi de spiritualité, d'intuition et de ce chemin très personnel vers une forme de liberté intérieure. Lily, bienvenue dans Puissante. Waouh, merci. Avec grand plaisir. J'ai fait vraiment avec ce que je savais de toi. J'ai pas parlé du fait que tu étais une maman, mais peut-être que ça va venir dans le fil de la conversation. Quand on parle de femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? J'ai pas l'impression, moi, que ça me caractérise parce que je me sens pas. Je me sens aussi puissante que fragile. Ok. Mais je trouve que c'est un dénominatif inspirant, enfin voilà, d'aller vers son propre pouvoir, pas pour écraser les autres, mais plutôt pour découvrir qui on est et être encore plus libre dans notre manière de créer. Ça m'inspire. Mais parfois, je me sens vraiment, enfin, pas du tout souveraine, quoi, dans mes choix. Ça m'arrive d'être très fragilisée ou vulnérable. Donc voilà, ça bouge. Et du coup, ouais, tu as l'air d'opposer du coup puissance et fragilité, parce que tu dis je me sens aussi puissante que fragile. Pour toi, c'est deux, c'est antinomique? Non, non, c'est pas du tout antinomique. Je pense qu'on peut. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la puissance de la vulnérabilité. Et je pense que quand on cherche à être le plus authentique, on va pas pouvoir vivre sans arrêt avec des masques pour dire qu'on va très bien, etc. Mais euh, je sais pas si j'incarne en tout cas cette idée de femme puissante. Je sais pas du tout. Je me dis presque que ce serait peut-être un peu prétentieux de ma part de me caractériser de cette manière-là. Je me sens forte, Ouais. parce que je sais que par rapport aux épreuves, j'ai des ressources, mais pour autant, il y a plein de moments où, voilà, je sais pas dans quelle direction avancer et je rencontre les mêmes incertitudes que celles qu'on peut, partager avec moi lors de retraites que je peux organiser. Je me sens pas au-dessus
Oui. ni par mon expérience, ni, par, voilà, les moments où j'ai dépassé certaines, craintes. En fait, j'ai l'impression que tout est remis en jeu, au quotidien, en fait. Donc, c'est quelque chose à réinventer en permanence. Ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire et en fait, c'est exactement ça que j'avais envie, de démystifier, dans ce podcast. Ce côté, puissante, prétentieuse presque et ce que j'aime bien explorer justement avec mes invités et je pense que vraiment tu es la bonne personne, c'est précisément ces points de fragilité qui font que à des moments un peu plus difficiles, de ta vie, c'est dans ces moments que tu explores ta zone de puissance, que tu en ressors grandie et plus forte. Tu as Mmh. utilisé un terme qui pour moi est pas tout à fait le même, mais tu vois qui est synonyme quand tu dis: «Je me sens forte». Pour moi, il y a une forme de puissance qu'on Mmh. va puiser presque uniquement pour moi, hein, Mmh. et du coup on va en parler, justement dans ces moments de vulnérabilité. Mmh. Parce que justement on apprend à se connaître, plus profondément. Mmh. J'aimerais bien comprendre un petit peu pour, avant de parler de ton parcours, et de ton virage un peu à 360 dont j'ai parlé dans l'intro. Quel genre de petite fille t'étais? Comment t'étais quand t'étais petite? Et est-ce que tu avais des rêves? J'avais plein de rêves, on qualifiait, souvent la petite fille que j'étais, de solaire, j'étais, plutôt de nature joyeuse, clown, je faisais beaucoup rire mon entourage. J'imitais beaucoup et les adultes et les gens autour de moi. Ça m'a pas quittée en fait, l'autodérision, l'humour, c'est vraiment des ressources qui sont très importantes dans ma vie, même si là, j'ai l'air très sérieuse et que du coup, je suis pas spécialement drôle. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui ce sont des qualités qui m'ont permis de traverser beaucoup d'épreuves, même enfant. Et j'avais plein de rêves, des rêves, que j'avais envie d'être, créatrice de mode, j'avais envie, d'être, chanteuse, comme Madonna. D'accord. J'avais des rêves de célébrité, mais j'avais surtout, le rêve d'être aimée parce qu'il y avait plein de zones, très difficiles pour moi dans ma vie, dans la vie familiale que je menais, Mmh. voilà, dans laquelle j'avais atterri et du coup, je pense que j'étais, assoiffée de validation, d'être, De validée, validation aimée. extérieure, Ouais, absolument, et ouais. par tes amis, par ta famille, par les 2, aimé par tout le monde? Non, j'avais plutôt enfin, j'étais en quête, enfin, je sais pas, je l'ai jamais vraiment, mentalisé comme ça ou analysé de manière très claire, mais je pense qu'en tout cas, j'avais envie d'être la bonne élève, d'avoir des bonnes notes, d'être appréciée, oui, je pense que c'était important. Mais après, je pense que c'est plutôt sain d'avoir envie d'être Bien sûr, apprécié, et de pas envie surtout quand on d'être est petit, tu vois? oui, de pas avoir envie d'être Ouais. détesté. Mais enfin, par rapport aux rêves, non, j'avais envie, d'avoir un jour une grande maison, Mmh. c'était des choses assez simples et j'étais vraiment hyper fan de Madonna quand j'étais gamine, et donc j'avais beaucoup de posters d'elle dans ma chambre, ce qui était, quand même, pas jugé de manière si positive que ça par, mes parents parce qu'à OK. l'époque, c'était Madonna, moi je suis née en 76 donc elle était, c'était une icône, qui, libérait complètement les femmes, mais qui parlait aussi beaucoup de sexualité Ouais. à un âge où j'étais pas encore, capable de comprendre ce qu'elle était en train de dire quand elle chantait Like a Virgin. Tu avais quel âge Mais à ce moment-là? bah, je sais pas, mais j'étais gamine et Moins de moi 10 ans? j'adorais en tout cas, la façon dont elle s'habillait, sa liberté justement, son irrévérence, en plus de la musique. Mais ouais, c'est et d'ailleurs, peu importe ce que fait Madonna Tu aujourd'hui, valides? non, je valide pas tout, mais je déteste quand on la critique. Parce que D'accord, j'ai l'impression qu'on est en train de critiquer quelqu'un de ma famille, quoi. d'accord, ça reste un Donc rôle modèle, quand on commence à la critiquer parce qu'elle a fait trop de chirurgie ou qu'elle est trop grosse ou qu'elle est trop mince ou que ceci ou que cela, je suis là: «Mais foutez-lui la paix». mmh, Elle a fait tellement, en fait, pour ouvrir un champ des possibles pour plein de chanteuses derrière, pour, des Beyoncé, des Lady Gaga et bien sûr. cetera. Elle a vraiment ouvert énormément le champ, voilà. Donc D'accord, donc grande fan de Madonna. avant, aujourd'hui, je suis plus fan, enfin Ouais, voilà, non, mais ce bien que sûr, je et veux quand dire, tu c'est que étais je la respecte pour, ce qu'elle a apporté. OK, et familialement, du coup, tu grandis dans quel genre de milieu? J'ai une vie orléanaise parce que je suis née à Orléans, c'est un choix professionnel, en fait, de mon père qui nous a amenés à Orléans, et très rapidement, mes parents se séparent parce que mon père décroche un boulot qui le fait vraiment rêver au Canada
Et mes parents vont se séparer, je suis très petite, j'ai 6 ans, Mmh. et je suis séparée géographiquement, donc physiquement de mon père, OK. à une époque où, enfin, la garde des enfants et le rôle du père, on n'est pas du tout dans les mêmes prises de conscience qu'aujourd'hui. Ouais. C'était pas du tout étonnant, en fait, pour un père de s'éloigner de ses enfants, de partir loin, alors pas forcément, à des milliers de kilomètres, mais finalement, on était beaucoup d'enfants divorcés, d'enfants de parents divorcés concernés, dans les classes à avoir, nos pères hein, qui vivaient, dans une autre ville, par exemple. Ouais, C'est difficilement, compréhensible aujourd'hui, c'est vrai. puisque, dans toutes les séparations autour de moi, il y a des gardes partagées, les pères sont très présents et on n'envisage plus en fait, cette idée qu'on n'aurait pas besoin du père. Mmh. Donc voilà, je pense que la parentalité était pas du tout, envisagée de la même manière pour les hommes, dans les années 80, au moment où mes parents se séparent. Et c'est une séparation difficile, il y a beaucoup de conflits, et ça va durer longtemps avant qu'ils divorcent. Et il se trouve que, malheureusement, il a eu un cancer du cerveau, en 1989, donc moi j'avais 13 ans à ce moment-là et il meurt, en 2 mois de temps, juste après l'annonce, en fait, de sa maladie. Donc en plus d'avoir vécu cette séparation géographique pendant, ces 7 années où on se voyait assez peu puisqu'on n'avait pas les moyens d'aller tout le temps au Mmh. Canada, le voir. On va se retrouver, enfants orphelins de père, très tôt en fait, puisque moi j'ai 13 ans, mon frère avait 18 ans à ce moment-là. Tous les enfants, qui grandissent sans l'un de leurs parents, et qui découvrent en fait, la mort d'un très proche, à un âge qui n'est pas conçu, pour, recevoir ce type d'informations puisque normalement la vie veut que Mmh. normalement on ait nos parents quand même plus longtemps. C'est un séisme, c'est au-delà en fait, de toute façon la vie continue parce que, on apprend à faire avec et on est des êtres quand on est enfant, très on s'adapte en fait hyper rapidement à l'information, on accepte, on s'adapte et donc on n'est pas dans le regret puisqu'on n'a même pas le temps de regretter, on est obligé d'avancer. En revanche, c'est comme si on vivait à cloche-pied, quoi. Ouais. Donc en plus de ces années, en fait, où on n'a pas pu vraiment jouir d'une parentalité, complète, avec nos 2 parents qu'on aurait vus régulièrement, en plus de ça, il disparaît de manière très brutale et en plus, 2 mois, on n'a même pas eu le temps, en fait, de comprendre ce qui était en train de se passer, que ça y est, c'était terminé. C'est un événement qui est tellement marquant, qu'il a façonné, la personne que je suis aujourd'hui. C'est sûr que, si j'avais eu mon père près de moi à Orléans et puis ensuite, qu'il avait, vécu, je sais absolument pas si on aurait cette conversation aujourd'hui. Ouais. J'aurais peut-être rien changé dans ma vie, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que, c'est fondateur. Voilà et après l'environnement, on déménage quand même assez rapidement après sa mort à Paris, parce que ma mère n'avait pas d'attache en fait à Orléans. Donc on s'est installés à Paris et je suis devenue parisienne quand même. Ça fait maintenant tellement longtemps que je vis à Paris, depuis 1990, donc ça date. Et je suis dans un grand lycée parisien qui fait collège-lycée. C'est Ma où? C'est force, où à Paris? j'étais au lycée Buffon dans le OK. 15e et je crois que justement quand on a manqué, d'amour, qu'on a été dévasté très tôt par un événement tragique, comme ça, souvent, c'est pas toujours, mais souvent, on a, des capacités en fait à se faire des amis, parce qu'on a besoin d'amour. Donc on va le trouver là où on peut et on s'attache. Très facilement et les autres s'attachent à nous aussi. Et c'est là où tu dis: «Voilà, j'avais besoin d'être aimée, j'avais Oui, besoin oui, d'être bien entourée». sûr, c'est pour ça que j'avais ces rêves, d'être, débordée d'amour, parce que ça c'était un manque, tellement grand en fait, je l'ai vécu comme une grande injustice aussi, Je parce suis que, privée de mon père, oui, c'est-à-dire que je me souviens qu'à Noël, quand, les enfants disaient ce qu'ils avaient eu comme cadeau, c'était un décompte qui était un peu macabre, mais je me demandais ce que j'aurais eu moi comme cadeau si mon père était toujours en vie. mmh, Alors qu'en fait, c'était pas de jouets dont j'avais besoin, mais ça disait ouais, quelque chose d'un sentiment d'injustice en fait, de ne pas avoir, assez. Et ce sentiment de ne pas avoir assez,
il peut être, une locomotive, il peut donner envie d'avoir plus, mais il peut aussi se retourner contre nous parce que, il y a rien de pire que d'être, en quête permanente, quoi. Ouais, et tu te sentais donc à 13 ans, comment tu traverses finalement ce deuil? Tu dis: «La vie continue et je réussis à avancer», mais Je j'ai pas de capacité d'analyse à ce moment-là, j'ai pas de enfin, je vais quand même, être amenée à consulter très tôt parce qu'à 16 ans, je vais moi-même dans un CMPP, dans un centre médico-psychopédagogique. Je trouve un numéro dans l'annuaire, avec qu'est-ce une qui cabine téléphonique et je me dis: «Là, il faut que je consulte» parce et que, et qu'est-ce qui fait que tu y vas? C'est la manière dont tu te sens? oui, j'ai envie de mourir, hein, tout le temps. OK. Donc je me dis, soit je vais y laisser ma peau, et puis ça se passe pas bien avec ma mère à ce moment-là, c'est assez, dur en fait entre nous. Donc il faut que je trouve une solution pour me sentir mieux et donc je crois que tu me demandais quel genre de petite fille j'étais. Je crois que j'ai toujours eu un instinct de survie hyper développé. Voilà, quel que soit le climat, j'avais, en fait une joie de vivre et une Mmh. envie de vivre très forte. Donc quand j'ai senti que je commençais à vraiment à m'effondrer, à 16 ans et que je pensais tout le temps à la mort, à la manière dont je pourrais mourir. Je me suis dit: «Oh, il faut absolument que j'aille consulter» et du coup, je suis allée au hasard, j'ai pris un rendez-vous avec un thérapeute. Il se trouve qu'il était psychanalyste, mais il aurait pu être, autre chose. Mmh. Je suis tombée sur un psychanalyste, il m'a beaucoup aidée et ensuite j'ai consulté toujours dans des centres médico-psychopédagogiques parce que j'avais pas beaucoup d'argent et que je finançais ça seule. Mmh. Donc je faisais des babysitting, je voulais rien demander en fait et je Ta voulais mère pas que était au ça courant de sache. la démarche? Non, je voulais pas qu'elle le sache, c'était vraiment un truc pour moi. Tu avais peur de lui faire de la peine Hem, ou? non, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, OK. mais en tout cas, c'était important pour moi d'être tranquille en fait avec cette démarche-là, qui était la mienne et quand j'y pense, je me trouve super courageuse parce qu'à 16 ans, en 1993, ouais, ou 92, j'ai commencé en 92, donc j'avais pas tout OK. à fait 16 ans, de consulter à ce moment-là, d'y aller toutes les semaines en sortant du collège ou du lycée, enfin Mmh. et d'aller, jusqu'à la rue des Beaux-Arts et de profiter d'un service exceptionnel qui est vraiment notre exception française. En fait, de pouvoir permettre à un enfant alors c'était gratuit, mais ensuite c'est devenu payant quand, j'ai pu payer, un peu plus tard, mais juste avec une carte de sécurité sociale, on pouvait trouver de l'aide. Mmh. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir un très bon psychanalyste qui donnait des heures, en fait, à ce centre, enfin, qui prenait de son temps pour ce centre. Alors, c'était pas bénévole, mais je veux dire, il y avait quand même quelque chose de, j'ai une chance folle, en fait, de naître dans ce pays et de pouvoir, en fait, avoir accès à ce genre de système. Ça m'a beaucoup soutenue et ensuite donc ça a continué dans un centre qui était dédié aux étudiants, donc avec une autre personne parce que, en fait les centres sont pour les lycéens, puis ensuite pour les étudiants et quand j'étais à la fac, j'ai continué mais avec quelqu'un d'autre et puis j'ai fini par atterrir dans son cabinet, donc là en payant et payer, sa thérapie, c'est pas rien Ouais, quoi. ouais. Faut Mmh. avoir les moyens de se payer une Ouais thérapie et et tu pourtant je n'en avais pas, donc ça veut dire ouais. que j'avais mis la priorité là-dessus Ouais, quoi. ouais, ouais, et donc ça t'a aidé, tu penses que c'est ce qui t'a sorti justement un petit peu de cette Ça m'a sauvé détresse? la vie, Ouais. oui. Ouais, ouais, Oui. et tu continues, tu dis donc tu continues de payer et tu continues jusque pendant J'ai tes études ou il y a un moment où tu te dis: «Non, là, je vais mieux»? j'ai passé 8 ans en analyse, en tout et ensuite je me suis sentie un peu mieux. J'ai eu besoin aussi de faire une pause parce que, la psychanalyse que je faisais, elle était très intéressante, mais elle était aussi, elle me conduisait à une forme de rumination, je trouvais, parce qu'il y avait pas beaucoup d'échanges, hein. C'était surtout moi qui parlais sur un divan. J'ai trouvé ça hyper intéressant sur le plan intellectuel, mais il y a eu un moment où j'ai eu l'impression d'être toujours en boucle. Ouais, et de raconter un peu les mêmes choses, les mêmes Ouais, événements? ou d'être un peu dans la plainte ou ça venait activer, je trouve, chez moi, mais je fais pas de généralité Mmh. par rapport à ça, une forme de sentiment d'être une victime, en fait. Ouais, d'accord. D'être une victime de ma vie, de ce qui m'était arrivé, ça a activé le sentiment d'injustice et là encore, je pense que j'ai eu une bonne intuition, en fait, de me dire: «Je crois que j'ai besoin d'autre chose». Ouais. Donc j'ai arrêté ça et j'ai découvert quelques années plus tard, enfin 1 an plus tard, je pense que 1 an ou 2 plus tard, j'ai senti que j'avais
encore besoin de travailler sur moi et de toute façon, ce travail-là ne sera jamais terminé et j'ai découvert ce que c'était que l'EMDR Mmh. et du coup, ça a vraiment changé, encore plus ma vie parce que ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait se libérer beaucoup plus rapidement que ce que je croyais, sans passer, forcément, des séances et des séances sur le divan. Alors, les psychanalystes diraient, Mmh. de ce que je viens de dire, que c'est parce que j'ai passé 8 ans sur un divan qu'ensuite j'ai pu récolter les bénéfices de ce que j'ai fait par la suite. Je ne le crois pas Mmh. aujourd'hui, Mmh. mais c'est mon avis. Je Mmh. sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur les types, les modalités thérapeutiques. Je crois qu'il y a des thérapies qui sont dites courtes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être courtes dans le temps, mais en tout cas qui montrent de l'efficacité sur des points précis, et en particulier sur les traumatismes qui sont assez exceptionnels et on aurait tort de s'en priver. Mmh. Pour comprendre un petit peu le parcours, donc du coup, tu nous as expliqué, du coup, ce trauma un peu lié à l'enfance que tu avais fait pour t'en sortir. Tu arrives étudiante, qu'est-ce que tu fais comme études et vers quoi tu te diriges comme métier? Alors, je fais des études d'anglais, pas du tout par conviction, parce que juste après le bac, je suis partie vivre en Irlande, OK, pour suivre un amoureux irlandais que j'avais là-bas et aussi d'accord. pour faire des études, d'art plastique. Et j'ai pas trop de vocation ni d'idée précise de ce que je veux faire et je trouve Parce ça que assez angoissant, en fait, par rapport aux autres qui savent, qui veulent être, médecins, avocats, architectes, moi j'ai pas du tout ça, parce quoi. qu'un peu plus tôt, tu m'as dit: «Je voulais être créatrice de mode». Oui, mais en fait, ça m'est vite passé. En fait, OK. c'était pas des envies. En fait, j'ai eu plein d'envies petites, comme on peut avoir envie d'être, maîtresse d'école, OK, donc là, tu toujours pas là, on est à donc 20-24 ans, tu t'es dit: «Voilà, je vais faire de l'anglais, des études d'art Alors là, j'ai plastique». 19 ans, je viens de rentrer d'Irlande pendant 1 an, je suis bilingue et parce que comme je suis bonne en imitation, je suis bonne aussi avec les langues OK. et du coup, je suis rentrée d'Irlande, après une année, vraiment géniale parce que seule, autonome, et je commence en fait à des études à la Sorbonne, d'anglais en me disant, «C'est le truc que je sais faire», mais sans aucune conviction, en fait. J'ai fait ça parce que je savais ce que je voulais pas faire, Ouais. mais j'étais pas prise par un élan et ça m'angoissait de pas avoir une envie claire. Je voyais, des copains autour de moi d'ailleurs qui ont des carrières fantastiques, mais en particulier un ami à moi qui est dans le théâtre et lui, il a été pris à Sciences Po, il a renoncé à Sciences Po pour faire du théâtre et aujourd'hui, il a une carrière mais Mmh. spectaculaire et il était tellement animé par ce désir d'être sur les planches et moi je me disais: «Moi je sais pas ce que je veux faire» et je le dis souvent parce que, avec du recul, quand on voit mon succès aujourd'hui, enfin entre guillemets, mais souvent les gens se disent: «Mais pour toi c'est facile» et ou «Tu savais ce que tu voulais faire». Ah non, pas du tout et d'ailleurs, je remets toujours cette question en fait au quotidien, c'est-à-dire de quoi j'ai envie? Parce que je change et je fais pas partie des gens qui ont, une ligne bien établie de, je sais pas, je veux travailler dans tel domaine et c'est ça que je veux faire. Mmh. En fait, aujourd'hui, on se parle, dans 6 mois, j'aurai sans doute encore changé et j'aurai peut-être de nouvelles, envies Mmh. et je me laisse cette liberté, en fait, de le découvrir. Donc en tout cas, j'ai fait de l'anglais et puis à l'issue de ces études, en fait, j'ai même pas eu le temps de les terminer. J'étais en maîtrise, lorsque j'ai commencé en fait à vraiment parce que je me payais tout, j'ai vraiment, coupé avec, ma famille. Je me suis retrouvée seule à tout assumer, à financer en fait, mon temps d'études et je travaillais beaucoup à côté, donc j'ai eu plein de petits boulots, très tôt. J'ai énormément travaillé et en fait, je me disais: «Mais moi, je vais pas réussir en fait à aller, loin dans les études et continuer à me payer, un petit studio en faisant des babysitting». Ça commençait à Mmh. devenir vraiment difficile et en maîtrise, on a un peu plus de temps, parce qu'on a un temps de recherche qui est plus important et j'ai commencé à bosser et de fil en aiguille, je me suis retrouvée, mais complètement par hasard, à travailler chez Colette. Colette était une boutique de mode, un concept store qui était situé rue Saint-Honoré, qui venait juste d'ouvrir en fait quand j'ai rejoint le magasin, la boutique avait 1 an ou 2, je sais plus. 1 an, je crois. Je me suis retrouvée, mais vraiment, c'est les hasards heureux de la vie. Je venais retrouver un ami à moi pour déjeuner, qui m'avait donné rendez-vous, en fait, au Water Bar, donc le restaurant qui était, sous la boutique. Et puis, parmi les personnes qui servaient, il y avait un ancien copain à moi avec qui j'avais travaillé chez Gap, quand j'étais, vendeuse chez Gap. Et du coup, il m'a dit: «Mais tu sais, si tu cherches un petit boulot, il se trouve que Colette, elle embauche en ce moment
et il me l'a présenté, j'avais même pas encore regardé le menu de la carte. OK. Et donc je l'ai suivi dans les coulisses, du magasin, dans la réserve. On s'est rencontrés, elle m'a donné rendez-vous le lendemain et j'ai commencé à travailler pour elle. Et bon, bah, ça, c'est vraiment, ça a été une expérience, vraiment fondatrice pour moi. Pendant, 4 ans, j'ai travaillé avec une équipe, qui a changé ma façon de percevoir, le luxe. Je connaissais rien à la mode. Oui, j'aimais bien ça quand j'étais petite, mais comme, je crois qu'il y avait beaucoup de petites filles qui regardaient, les défilés de mode, à la fin du journal de 20 h parce qu'il y avait Mmh. pas les réseaux sociaux, tout ça. Et là encore, hein, dans ces années-là, on n'est pas avec les réseaux sociaux, Ouais, ouais, c'est j'imagine. encore vraiment, tout ça est très naissant et je me retrouve en fait assez rapidement à travailler au bureau de presse de cette boutique et donc à être en relation avec les journalistes et avec toutes les personnes qui cherchent à communiquer autour du magasin, pour, des projets divers et variés, donc à les recevoir et ça va de la journaliste qui a besoin d'emprunter des vêtements, pour une série de photos, au journaliste, japonais qui vient faire un reportage sur la boutique et qu'on doit recevoir avec une télévision. Et c'était un phénomène de société. Ce magasin, c'était Mmh. complètement fou. Il y avait rien qui correspondait. D'ailleurs, il y a jamais rien qui s'est créé de cette nature depuis. Et il y avait une énergie folle parce que tout était il y avait finalement peu de moyens pour faire les choses, mais on les faisait avec tellement de cœur et d'envie, qu'on a vécu des trucs exceptionnels, des fêtes, incroyables qui ont été créées, avec l'énergie de cette boutique, des vitrines qui étaient folles, et puis surtout, c'est, pendant ces années où je travaille là-bas, un tourbillon parce que je rencontre, énormément de célébrités, de gens de la mode, de gens de la presse écrite, tous les gens qui passaient à Paris, qui venaient de l'étranger, Ah, c'est passaient par cette Colette, ouais. boutique. Ouais, ouais. Donc de Madonna en passant par Gwyneth Paltrow, donc moi Madonna je l'ai vue Finalement, tu as fini par finalement, l'avoir. mais j'étais moins fan au moment où je l'ai vue, Ouais, donc donc c'est j'étais moins pas de aussi valeur. excitée que voilà. Et Et voilà, et donc ça a été des années, super, chouettes pour moi et puis, j'ai eu aussi, j'en ai eu assez, j'ai eu envie de faire d'autres choses et j'avais envie parce que pendant tout ce temps, j'ai toujours eu, une activité artistique. Donc j'ai fait du piano, j'ai fait du chant, je faisais du théâtre, j'avais très envie de monter un spectacle. J'avais écrit un espèce de one woman show, que je n'ai jamais, monté et puis je me suis dit: «Bon, je vais partir» et en fait, je suis partie mais très rapidement, en fait, j'ai été rattrapée par une autre opportunité qui est encore un autre hasard. Moi, j'ai jamais fait de CV de ma vie. À chaque fois, j'ai été rattrapée au moment où je me disais: «Bon, cette fois-ci, je fais une pause mmh. pour, nourrir un projet plus personnel» et Vogue, en fait, a appris que je quittais, mon boulot d'attachée de presse et comme ils savaient que j'écrivais pas mal de communiqués et de textes et que je connaissais plein de toutes petites marques de beauté qui étaient à l'époque, c'était Kiehl's, Aesop, Nars, des marques qui sont devenues très grandes, mais à Mmh. l'époque, elles étaient Elles toutes émergeaient? petites, elles Ouais. émergeaient et donc on m'a proposé, de devenir, de commencer à écrire des piges beauté, donc des articles beauté pour le magazine Vogue et bah, c'est le genre d'opportunité qu'on refuse pas, Mmh. même si on n'a jamais rêvé d'être journaliste, c'est quand même assez fou. Mmh. Donc voilà, a assez étonnée qu'on me propose ça, j'ai commencé à le faire, mais je me suis prise au jeu et j'ai voulu le faire très sérieusement. Donc j'ai pas arrêté de me former, et je me suis en particulier formée sur le parfum. Je suis allée à l'école Givaudan, OK. on m'a fait une formation un peu sur mesure parce que j'ai pas suivi une école, pour devenir née. C'était plutôt, voilà, j'étais reçue par, le directeur de l'école, Jean Guichard, qui est un très grand parfumeur et qui, me permettait en fait d'apprendre à sentir les naturels, les synthétiques, à reconnaître un accord, à savoir comment la parfumerie fonctionnait, à connaître un peu mieux cet univers. J'ai adoré ça et je suis restée à Vogue, un certain nombre d'années et puis, en 2010, j'ai lancé un blog parce que justement, je commençais à tourner un peu en rond et à me dire: «Mais, j'ai l'impression de refaire les mêmes articles d'année en année. Une fois que tu as traité les solaires, un été, que tu dois les refaire l'été Mmh. d'après, ou que tu fais un sujet skincare et puis qu'il y a pas vraiment de nouveautés, mais qu'à nouveau il y a plein de nouveautés, mais il y a rien de nouveau à Mmh. raconter, mais il faut que tu trouves un nouvel angle pour en parler». J'avais l'impression de tourner un peu en rond et donc j'ai eu besoin d'écrire sur d'autres sujets que la beauté. Donc j'ai créé un blog qui s'appelait Ma Récréation, qui est né en 2010 et là,
j'ai commencé à écrire sur, la cuisine avec, plein d'adresses de restaurants japonais que j'adorais. J'avais une petite fille à ce moment-là puisque ma fille est née en 2007, donc elle avait 3 ans. Je partageais des ateliers avec elle, donc je me disais: «Bah, toutes les adresses kids, je vais les mettre sur le Ouais. blog». Et puis je voyageais beaucoup grâce à mon métier. Je me suis dit: «Bah, je vais aussi avoir une rubrique voyage». Donc j'ai commencé à écrire sur d'autres domaines Mmh. qu'on appelle le lifestyle, en fait, dans un journal, L'Art de vivre. Et en fait, ce blog, bah, il a tout de suite eu un succès d'estime et il m'a fait pousser des ailes dans le dos. Ce qui veut dire qu'1 an plus tard, j'ai quitté le Vogue avec l'idée que j'allais développer un peu plus ce blog. J'avais envie de le faire grandir un peu plus. Et bah, là encore, j'ai même pas eu le temps de souffler que, M, le magazine du Monde, m'a proposé de commencer à écrire des articles dans le domaine de la beauté, du bien-être et parfois de la mode, parfois de l'art de vivre. Et du coup, je suis rentrée à M, où j'ai passé presque 5 ans. Voilà. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus animé? Parce que du coup, je rétropédale un petit peu. Qu'est-ce qui t'a le plus animé pendant les années Colette? Parce que tu as dit, ça a été, fondateur comme expérience, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu as J'ai compris sur appris toi à ce à moment-là? travailler, vraiment avec, beaucoup de rigueur. Colette, Rousseau, qui est, la personne qui a lancé cette boutique avec sa fille Sarah Andelman, c'est une personne qui est extrêmement rigoureuse, qui m'a appris, en fait, l'idée d'avoir envie de bien faire. Mmh. Que ce soit, bien ranger son bureau quand on part le soir, jusqu'à, présenter un vêtement, l'emballer dans du papier de soie. Enfin, c'est des choses toutes simples, mais j'ai appris une façon de faire. Aussi, mon regard s'est aiguisé, à la beauté, à ce que c'était que de pouvoir identifier, en fait, un bel objet, un beau geste, de quelque chose d'un peu banal. Moi, j'avais pas toute cette culture-là parce qu'en fait, mes parents et ma famille s'intéressaient, pas du tout à la mode ni au luxe. Mmh. Et donc du coup, j'ai appris à comprendre comment le design fonctionnait aussi, parce qu'on distribuait des objets de Vitra, enfin qui étaient édités par Vitra. Donc en fait, il y a eu toute une somme de domaines de connaissances, même, l'art contemporain qui était pas trop mon truc, où on a reçu énormément d'artistes, de photographes, qui sont devenus très célèbres. Je me souviens d'une exposition, avec les œuvres de Cause, qui est devenu un artiste, aujourd'hui gigantesque. Mais Mmh. toute cette scène-là où un graffeur artiste comme Futura, enfin 2000, et puis il y avait la scène aussi musicale. Enfin, c'était un lieu qui a aimanté tellement d'artistes qui sont devenus en fait ce qu'on appelle la French Touch, mais aussi des créateurs de mode qui sont devenus hyper célèbres après, mais qui venaient, même on avait par exemple Karl Lagerfeld adorait cette boutique, qui venait tout le temps. Donc en fait, c'est juste que j'ai été dans un tourbillon où j'ai appris beaucoup en très peu de temps parce que, quand on est dans une société qui est encore petite, où il y a pas des moyens qui permettent de compartimenter, en fait, chaque secteur, bah, on touche à tout. Ouais. Donc, ben, voilà, j'ai compris ce que ça voulait dire que d'être derrière une caisse, à certains moments, même si c'était pas mon métier, d'emballer, pour un lancement presse, 400 paquets, le plus rapidement possible pour, les envoyer le plus vite possible, en fait, à toute la presse écrite. Puis on était très inventifs parce qu'on n'avait pas les moyens d'une grande marque de luxe, mais on avait des objets qui étaient assez uniques. Donc on se disait: «Bah, tiens, ça, on va l'envoyer tout de suite au Elle, au Marie Claire, à Vogue». On essayait aussi d'être très sur mesure, en fait, par Mmh. rapport à chaque demande. Donc moi, j'ai appris le métier d'attaché de presse sur le tas, sans avoir fait d'école, mais avec la meilleure des écoles parce qu'on avait de toute façon les journalistes qui venaient à nous. Donc là où dans des bureaux de presse, des fois, on galère en fait à entrer en contact, j'ai pu rencontrer, et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis Mmh. d'être Écrire la identifiée suite, ouais. par le Vogue, parce Mmh. que sinon, j'aurais pas eu tout ce réseau. Donc j'ai compris l'importance de créer un réseau. J'ai compris aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que Colette tenait à ce qu'on traite toutes les journalistes de la même manière. Qu'elle travaille pour un magazine qu'on trouvait, nous, pas forcément Ça, c'est intéressant, intéressant. ou C'est qu'on ouais. travaille pour, le magazine le plus prestigieux, à savoir à l'époque, c'était le Vogue Paris, et ben, on devait traiter toutes les personnes de la même manière. Elle y tenait énormément, et les assistantes aussi. Donc quand on avait une assistante au téléphone, il y avait vraiment cette
une vraie importance à ne pas prioriser les gens selon, la nature de leur poste. Alors je trouvais ça plutôt très humain, mais ça m'a beaucoup guidée ensuite parce que, je me suis fait des copines qui étaient, des assistantes ou qui étaient comme moi. Moi j'étais pas la seule dans ce bureau de presse, hein, je travaillais pour, la directrice de communication. Mais du coup, le fait d'être, dans cette énergie et en même temps dans le respect de chacun, sans créer des pyramides, dans ma tête Mmh. et sans considérer que le pouvoir était quelque chose, à mettre au-dessus, et bien oui, j'ai beaucoup appris. Franchement, c'est des personnes et je pense, à Sarah aussi, en Delman que j'admire et qui est vraiment quelqu'un de très inspirant, qui avaient une conscience du luxe, même si elles devaient vendre en fait un stylo Bic, et ben on prenait le temps. Il n'y avait pas de sous-produit, il n'y avait pas de sous-client, il n'y avait pas l'idée que, si quelqu'un arrivait avec un gros chèque, un gros chéquier, il était mieux reçu. Mmh. Même au restaurant, il fallait que, les prix étaient pas chers par exemple au restaurant. C'était une brasserie qui coûtait vraiment pas cher et on mangeait très, très bien. Et ça, j'aimais bien cette idée que ça devenait un restaurant de quartier, pas uniquement pour les gens de la mode, Mmh. mais aussi pour les gens qui travaillaient dans le quartier. Donc, il y avait un brassage et ça, moi, ça m'a beaucoup inspirée, en fait. Cette notion de prix juste, même s'il y avait des choses qui affolaient les journaux aussi, parce que de temps en temps, on avait un objet qui coûtait une fortune ou un sac, en fourrure à l'époque où on n'avait pas encore pris conscience, en fait, de la façon dont les animaux étaient traités, tout ça. Mais voilà, il y avait, cette envie de bien servir, de bien faire. Donc oui, j'ai appris énormément. Et pendant cette période-là, justement, que tu nous as décrite, tes principales difficultés, quelles ont été? Enfin, Bah, c'était quelles? j'étais dans un conflit permanent entre, la joie que j'avais, de travailler dans ce magasin qui était quand même assez fou, en plus avec une équipe très jeune et des gens, qui venaient pas du tout de mon univers. Donc moi, j'étais toute sage, il y avait des gens qui vivaient la nuit, qui avaient une vie la nuit, qui était très déployée. Moi, Mmh. j'étais couche-tôt, Ouais. voilà, et donc j'ai rencontré plein de gens. On s'est beaucoup amusés, donc j'avais quand même, c'était très drôle et en même temps, ma famille, jugeait de manière plutôt négative, en fait, voilà, le fait que je sois chez Colette, pour eux, c'était même un désastre. Ah ouais? Bah oui, Ils c'était, t'imaginaient où? parce que j'avais été une très bonne élève, je pense qu'il y avait des attentes, que, plutôt que je fasse une fac d'anglais, que je fasse plutôt une prépa, que je Mmh. sois plus ambitieuse par rapport à mes études, que je parte pas vivre en Irlande comme ça, sur un coup de Mmh. tête. Mon père n'était plus là, mais son fantôme était bien présent aussi dans les attentes. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que les gens, ils peuvent disparaître, mais les attentes peuvent rester, en Mmh. fait, hein. Donc, il y avait les attentes réelles et puis celles que je me figurais qu'il aurait pu avoir vis-à-vis de moi. Et je sentais bien un conflit, en fait, de loyauté vis-à-vis de ce qui était attendu de moi. Ça paraissait frivole, léger, la mode, quel intérêt pour des Mmh. gens plutôt intello. Le pire étant, je crois, quand je suis rentrée, à Vogue, là, je crois que alors que moi, j'avais l'impression quand même que c'était quand même assez fou, Mmh. j'avais pas fait d'école de journalisme et d'un seul coup, on me confiait des articles et puis ça a super bien j'ai vraiment fait des choses dont je suis fière à Vogue aussi. Ouais, tu es une autodidacte, en Et fait, c'est vraiment, complètement, mais complètement et au lieu d'être, encouragée et félicitée, c'était plutôt, je me souviens avoir entendu cette phrase qui m'a quand même, bien marquée qui était, de ta famille, du coup? ouais, Mmh. «Tu participes à une entreprise d'aliénation collective des femmes». Et je vois très bien, en fait, d'où ça partait. C'est-à-dire que c'était l'idée de, si on veut libérer les femmes, on va pas travailler pour un magazine qui les pousse à acheter des trucs dont elles n'ont pas besoin. Ouais, d'accord. Et alors encore moins, sur la cosmétique qui était, voilà, mais Mmh. ta crème à 500 € elle vaut rien, Mmh. pourquoi parler de ça et cetera? Donc il y avait ce conflit, en fait, permanent de, «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai le droit de m'amuser de cette situation? Est-ce que j'ai le droit d'être contente? Ah non, en fait, il faut que je me rappelle tout le temps que c'est juste alimentaire et que, Mmh. en fait, à un moment, je vais faire quelque chose de vraiment sérieux de ma vie». OK. Donc Je tu me t'es disais tout raconté le temps ça? ça, mais tout le Ouais, temps c'était ton ça, discours. tout le temps OK. ça et à chaque Et fois, tu je arrivais à prendre plaisir quand même malgré tout dans ce que tu oui, faisais? mais je pense que j'avais un rapport compliqué aux choses et donc du Ouais. coup, ça me permettait d'être très critique par rapport à mon milieu, de garder du discernement, de pas, prendre,
tout ce qui m'était Ouais, pour offert argent comptant. pour, par exemple, C'est un truc de fou. quand je suis rentrée à Vogue, j'ai commencé à être extrêmement bien traitée par les marques, parce qu'il y a comme une espèce de hiérarchie qui se fait et d'un seul coup, on arrive et c'est très violent de voir que, par exemple, une marque va prendre mon manteau quand j'arrive et la journaliste qui est à côté de moi et qui travaille pour un magazine qui est jugé en dessous, dans l'échelle, bah, on la calcule même pas. Donc moi, j'avais Et bien surtout vu que c'était aux ça. antipodes de ce que tu avais appris chez Ah Colette et mais où tu dis: «C'est complètement! plus proche de mes Mais valeurs», quoi. donc, je Et voyais c'est bien que et je ça t'a pas recevais, ce traitement-là. et ça Bien sûr ça t'a pas dérangé en matière de valeurs? bien sûr que ça m'a dérangée, mais j'étais pas responsable du comportement des autres. Je l'observais, et en même temps, moi, j'avais du plaisir à faire ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire découvrir, apprendre. Le domaine du parfum, j'ai adoré rencontrer des parfumeurs, j'ai adoré discuter avec eux, ça m'a passionnée et ça continue à me passionner. C'est OK. vraiment un domaine que j'adore. Simplement, bah, on choisit pas tout dans un boulot, il y a des choses, qui peuvent nous choquer quand on Bien travaille sûr. dans une banque et puis on va pas claquer la porte pour autant. Ouais. En fait, on est en train d'apprendre un métier, donc j'observais des choses qui ne me convenaient pas et je voyais qu'en tout cas, j'avais pas intérêt à confondre le traitement qui m'était proposé et Mmh. offert avec qui j'étais, parce que ça n'avait rien à voir Mmh. et en fait, on représente un journal, donc les avantages qu'on en retire sont liés au journal, mais n'ont rien à voir avec qui on est. Donc si on confond ça et que l'ego se met à croire qu'on est devenu C'est quelqu'un impossible. d'important, là, on peut vraiment se faire mal. Mais heureusement, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai pas souffert, en fait, en quittant le Vogue. J'ai pas du tout souffert de ça parce que j'avais bien compris Tu avais ce comment ça discernement, fonctionnait. quoi. Ouais, ouais, Ouais. j'avais bien compris comment ça fonctionnait. Voilà. OK. Et ce que j'aime bien, ouais, c'est parfait comme transition parce que tu parles de quitter le Vogue, mais j'aime bien explorer aussi dans mes interviews des points de bascule, Mhm. justement des moments où, alors ça peut être pro, ça peut être perso dans ton parcours, où tu t'es dit: «Moi, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose», notamment pour savoir ce que tu te racontais à ce Mhm. moment-là. Bah, en fait, la première crise professionnelle vraiment forte, parce que, enfin, elle est arrivée, je crois, 2 ans après la naissance de ma fille. Moi, j'ai été dans une béatitude de maternité, vraiment très grande, en plus, je travaillais de chez moi, c'était quelque chose qui avait été négocié, qui faisait que j'étais, journaliste, mais j'avais le droit de travailler de chez moi, donc j'allais assez peu souvent au journal, donc même si ma fille était en crèche, je l'avais avec moi énormément. Mmh. Vraiment, j'ai pu profiter, en fait, de quelque chose de très doux. J'ai eu un congé maternité plus long, enfin donc vraiment ça a été une fusion et une joie immense en fait de m'occuper de cette petite fille et vers 2 ans, les enfants de manière assez naturelle, sont dans une quête de séparation en fait. Donc ils sont assez, chiants, pour le résumer, on appelle ça, chez les Anglais «the terrible twos». Mmh. Alors tous les enfants ne le manifestent pas de la même manière, mais c'est un moment où d'un seul coup, tout ce qui était facile devient un peu plus compliqué. Ils veulent pas plus mettre leur manteau, ils veulent plus aller au bain. Quand ils sont dans le bain, ils veulent plus en sortir, ils veulent pas manger ci Ouais, ou ça, enfin je vois très donc bien. c'était vraiment un moment, où je trouvais que, ça ne me remplissait plus en fait, enfin ça me confrontait en fait à des difficultés que je n'avais pas eues jusqu'alors et en fait, c'est très bien fait parce que, je crois que dans ce que j'avais lu, l'enfant prend vraiment conscience à l'âge de 2 ans que le corps de sa mère n'est pas le prolongement du sien et qu'il dit: «Moi, je» en fait, en permanence. «Moi, je veux ça» et cetera et bah, nous aussi en fait. Moi, en tout cas en tant que mère, j'ai compris que ma fille n'était pas mon prolongement en fait Mmh. et que il allait falloir que je me réalise par autre chose que la maternité. Bah, maintenant que cette phase était terminée, j'étais reconfrontée à mon problème, initial qui était: «Est-ce que je m'amuse vraiment à Vogue? Est-ce que c'est Mmh. vraiment ça que j'ai envie de faire?» et la réponse était très claire, hein, c'était non. Mmh. Je m'ennuyais, je tournais en rond, donc je commençais à être assez critique du journal, assez critique de tout. Je pense que c'était assez pénible de travailler avec moi parce que j'étais, un peu dans la plainte, de, «C'est nul, puis ça j'aime pas, Ouais. mais on va pas refaire la même chose». Alors qu'en fait, quelqu'un d'autre de plus enthousiaste aurait pu dire: «Super, mais génial, on le fait». Donc je manquais d'enthousiasme et j'ai senti qu'il était temps que je fasse autre chose. Et du coup, j'ai commencé à me dire: «Mais comment est-ce que, je pourrais, trouver un projet en marge de ce que je fais?» parce que je me sentais pas du tout capable de démissionner, de partir. En Mmh. plus, j'avais pas d'idée de ce que je voulais véritablement faire et je dirais que les premiers blogs de mode et les blogs féminins ont commencé à naître, je crois, en 2007-2008 et donc moi, en 2009, je commence à me dire:
je vais me créer un blog. Je vais essayer de... Mais j'ai hyper peur, hein. J'ai hyper peur du regard des autres, de la profession d'abord, Ouais. parce qu'en presse écrite, vraiment, les blogueuses étaient traitées, mais... Enfin, on en parlait, mais comme... Enfin, c'est dingue quand j'y Mmh. pense, en fait, parce qu'il y avait vraiment des femmes de très grande qualité, mais on les avait toutes mises dans un sac qui était nul. Elles n'ont pas fait d'école, elles savent pas écrire, elles savent pas faire de photos, et puis finalement, elles font tout et rien de bien, quoi. Ouais. J'avais très, très peur d'être mal jugée comme elles. J'avais aussi peur que le magazine qui m'employait se dise: «Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire?» Mmh. Mais moi, c'était pas du tout, par envie de me démarquer ou d'être au-dessus des autres. C'est juste que j'avais besoin d'un projet qui me fasse du bien, qui me fasse plaisir. Et donc, je commence à réfléchir à un chemin de fer, un peu comme on crée un magazine avec des rubriques. Et je me dis, bah voilà, toutes les rubriques sur lesquelles je pourrais intervenir. La mode, non, parce que j'étais pas experte et que vraiment, il y avait des filles que j'admirais qui écrivaient très bien sur le sujet. Mais par contre, j'avais envie d'écrire, par exemple, sur le domaine qu'on appelle food. Je sais que c'est pas très joli de le dire Mmh. en anglais, mais c'est pas la cuisine ni la gastronomie, c'est un peu tout ce champ, en fait, du goût, en fait, Mmh. donc qu'on trouve dans les magazines à la fin, en général. J'avais envie d'écrire sur la déco, j'avais envie d'aller dans la cuisine de créatrices et puis qu'on fasse une recette de cuisine ensemble. Alors, j'avais pas du tout trop pensé à la vidéo à ce moment-là. Pour moi, c'était que photo, texte. Ouais. Et bah, je me suis acheté un super bon appareil photo, j'ai commencé à faire des photos et le fait d'être créative et d'apprendre quelque chose, moi, tant que j'apprends, Ouais, ça t'a redynamisé. oh là là, Ça t'a j'étais remis dans trop un contente. ouais. Donc pendant 1 an, je bosse sur le contenu de ce truc. Bon, on va dire que je suis un peu lente, mais je voulais aussi que ce soit super beau, super, voilà. Et puis, je trouve un webmaster pour, le mettre en ligne. Finalement, c'est pas la bonne personne. Je vais me faire avoir, comme, tous les gens qui ont voulu créer un site, au tout début parce qu'on n'y comprend rien Mmh. et qu'on paye beaucoup pour un truc qui est pas du tout ce qu'on voulait. Je trouve une autre équipe, je fais ce que j'avais l'ambition en termes de tri, je voulais qu'il y ait une sélection qui permette de trouver une adresse très facilement, donc mon truc, il était quand même un peu compliqué comme outil. C'était pas juste un simple blog, Mmh. il y avait vraiment, une volonté de faire quelque chose qu'on allait pouvoir, où on allait pouvoir retrouver les archives et cetera, et c'était plus comme un site, un magazine en ligne. Sauf qu'il y avait pas mon nom, ça s'appelait Ma Récréation, mais on savait pas qui j'étais et il y avait pas ma photo. C'était une volonté vis-à-vis de ton employeur? Exactement, c'était OK. une volonté de me protéger de tout un milieu en me disant: «Je vais le lancer, mais je vais le lancer un peu en douce, quoi», Ben, ouais. et en fait, j'avais tellement envie que ça reste confidentiel que ça allait rester. C'est-à-dire qu'en fait, les intentions, qu'elles soient, conscientes ou non, elles sont toujours, réalisées et manifestées, hein, Mmh. donc c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai compris 1 an plus tard, lorsque j'ai quitté Vogue, que, finalement, j'avais pas envie que ça reste tout petit mon histoire. Ouais. Mais j'avais du mal à assumer ce désir pleinement. C'était Ouais. compliqué pour Et moi. pourquoi c'était compliqué pour toi, justement? Pourquoi tu avais du mal à assumer ce Parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur qu'on se dise que je voulais, être la plus intéressante, que je voulais faire ma crâneuse. En fait, c'est des trucs un peu d'école, quoi. ouais. J'avais peur de mes propres ambitions. On est dans un pays, qui ne valorise pas tellement ça, en fait, hein, les ambitions, donc culturellement, moi, en plus, je suis plus âgée que toi et je vois bien, en fait, que chaque année, en fait, on gagne un peu plus en C'est ce que libération, j'allais dire, tu c'est en vois? train de changer, moi, je trouve, sur Ça change l'ambition énormément, féminine. mais à l'époque, c'était vraiment: «Mais pour qui tu te prends, en Ouais. fait?» Donc et en plus, en venant d'un secteur qui ne faisait que se moquer de les choses que j'entendais, et puis j'en ai parlé, récemment à une fille qui est vraiment une blogueuse, incroyable, enfin maintenant elle peut plus s'appeler comme ça, mais à l'époque, elle a fait partie des blogueuses les plus en vue, et moi je rencontrais en fait plein de créatrices de contenu à cette époque et j'étais estomaquée de voir la diversité des profils et des talents. On était face à un phénomène, qui était sans précédent. Ouais. C'est-à-dire la possibilité avec internet de diffuser un message, et sans passer par un magazine, un contenu et cetera, une entreprise qui allait imprimer. Mmh. Oui, il y avait plein de gens qui perdaient le pouvoir, qui perdaient le contrôle, mais c'était génial parce que dans le lot, il y avait plein de choses qui étaient inintéressantes, mais il y en avait quelques-uns qui sortaient du lot et qui proposaient des trucs, fous. Donc Ouais. j'ai eu la chance non seulement
de m'y intéresser, mais de les côtoyer de près. Et il y en a plein qui sont devenues créatrices de marques, qui ont eu des parcours incroyables, qui ont fait un blog pendant quelque temps, mais qui finalement avaient d'autres choses à raconter, d'autres récits, et qui se sont pas laissés enfermer dans ce truc de tu es juste une créatrice de contenu, tu peux pas. Aujourd'hui, on voit que des youtubeurs sont producteurs d'événements C'est ça. gigantesques. Ouais. En fait, il n'y a plus aucune limite. Mmh. Et moi, je l'avais pressenti. Je sentais, en fait, pas pour moi, mais parce que ça m'intéressait de regarder l'époque, d'observer ce qui était en train de bouger, en fait, dans mon époque, et de se dire, mais là, en fait, moi, je veux les connaître, ces filles-là. J'ai envie de savoir qui elles sont, j'ai envie de savoir comment elles bossent. Et puis, de le faire, de le vivre, en fait, ce blog-là, c'était génial. Donc, ça n'a pas été un succès de dingue, mais par contre, ça m'a permis de souder une communauté. Je dirais que, je sais pas, en 2018, je devais avoir 20 000 personnes qui me suivaient sur Instagram. Donc, c'était à la fois petit, mais en même temps gigantesque, parce que quand on pense à, je sais pas, à l'Arena de Bercy, par exemple, Oui, c'est ça, tu l'as rempli. c'était dingue d'avoir tous ces gens qui me suivaient, mais de manière très, très, très engagée, qui étaient sensibles à mon goût. Je partageais un goût, je partageais des envies, etc. Donc, j'avais ce blog que j'animais et parallèlement, j'étais journaliste à M. Et finalement, le fait que j'ai créé mon blog, c'était plutôt un avantage pour M, le magazine du Monde, qui cherchait des profils bimédias ou qui cherchait en tout cas des journalistes qui ne soient pas effrayés par Internet, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, on consulte quasiment tous les journaux en ligne et qu'il y a très peu de magazines qui ont réussi à résister, en fait, à ce passage de la presse écrite, quoi, d'Internet et de tout ce que ça a développé derrière. Et donc, c'est à ce moment-là où tu te dis, bah, finalement, je vais assumer mes ambitions. Je trouve ce magazine M qui apprécie le fait que j'ai un blog à côté. C'est à ce moment-là que tu te dis, j'assume le fait de vouloir que mon média grossisse, ou c'est un peu plus tard? Alors, juste avant d'être intégrée à M, j'avais déjà mis mon nom, mis ma photo. Ok. Bon, j'étais encore très, très, très timide. Parce que, alors là, j'avais d'autres sujets. De toute façon, on est toujours en train de se comparer, donc je me trouvais pas suffisamment jolie, pas suffisamment mince, pas suffisamment éduquée pour m'approprier des sujets. Donc, je me disais, bon, bah là, je vais laisser la parole à Machine, qui est plus experte que moi. Et puis, j'avais aussi ce truc de journaliste. Normalement, les journalistes, on est plutôt en train de mettre en avant quelqu'un plutôt que de se mettre en avant soi. Donc, je voulais pas raconter d'histoire personnelle. Je voulais rester vraiment... Mais il y a quand même eu un point de bascule et je dirais que c'est en 2016. En 2016, donc je suis journaliste à M, le magazine du Monde. Les attentats ont eu lieu en 2015 et en janvier et en novembre. Moi, je suis complètement ravagée par ce qui vient de se dérouler. Je fais pas partie des gens qui m'en remettent vite. Je suis très, très affectée. Ça vient réveiller plein de traumas de l'enfance, de la mort brutale, du deuil. Donc, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface à ce moment-là. Et je vais pas bien et je me mets à manger de manière totalement irrationnelle. C'est-à-dire que je me mets à manger beaucoup, comme si chaque repas était le dernier de ma vie. Et d'ailleurs, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire gaffe, Parce qu'on peut mourir demain. puisque de toute façon, en fait, tout peut s'arrêter demain. Donc bon, alors j'ai bien profité, mais jusqu'au point de n'avoir plus aucune envie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mangé tout ce dont on avait envie et qu'on ouvre le frigo et qu'on ne sait pas de quoi on a envie, c'est qu'on a envie d'autre chose que de la nourriture, en vérité, mais ça, j'arrivais pas à le formuler. J'ai beaucoup grossi en très peu de temps. Je pense que j'ai pris l'équivalent de 10 kilos en l'espace de 3 mois, sans vraiment me rendre compte que j'avais un pantalon très élastique et puis je me regardais pas bien dans la glace. Et puis je me regardais d'une manière à ne pas me voir totalement. Je disparaissais des photos, je me planquais, j'arrivais toujours à ne pas être en front. Et un soir, c'est le premier texte vraiment personnel que j'ai partagé sur ce blog. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Comment je me suis disputée avec mon corps ». Et j'ai expliqué que j'allais pas bien du tout et que je n'avais pas de happy end à cet article parce que j'avais pas envie de faire de régime, j'avais pas envie de rentrer dans un rééquilibrage alimentaire, j'étais juste épuisée et je voyais bien que
il y avait plus de photos de moi, en fait, dans mon téléphone. Il y avait que des photos de très jolies pâtisseries, au lancement que je fréquentais, où j'allais. Et j'étais vraiment en crise sévère, quoi. Je me disais, je dois vraiment me détester, en fait, pour en être arrivée là. Parce qu'évidemment, j'ai fini par me peser et me dire, mais D'arriver là. qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Et avant cet épisode, avant cet épisode-là, là, est-ce que tu avais quel rapport t'entretenais avec ton corps avant ça? Oh, C'était j'ai plutôt jamais eu OK? un rapport apaisé. J'ai connu des troubles du comportement alimentaire assez difficiles entre mes 16 et mes 24 ans. C'est ça qui m'avait aussi conduit, hein, avec des périodes où je m'affamais, des périodes avec de l'hyperphagie. J'étais sortie de ces crises-là et j'avais réussi à maintenir un poids à peu près stable, Ouais. en fait, pendant toutes ces années, avec quand même toujours ce truc de « je serais mieux avec 2 kilos en moins ». Comme beaucoup de femmes, malheureusement, se le disent et se pourrissent la vie au quotidien avec cette idée-là. Donc voilà, mais j'avais pas fait de prise de poids aussi gigantesque, en fait, depuis très longtemps. Et là, d'un seul coup, ouais, c'est quand même Ouais, violent. c'est violent. Donc tu partages ça et tu as des Donc retours? je partage ça et là, il se passe un truc de fou, c'est que je reçois des centaines et des centaines de messages en retour de femmes, en majorité, mais aussi d'hommes, qui me racontent qu'ils se détestent physiquement. Parce que, en fait, ce que je partageais, c'était la détestation de mon corps. Le fait que j'arrivais à me regarder jusqu'ici, mais qu'au-delà, c'était pas possible, quoi. Et j'avais pas forcément, d'ailleurs, j'étais pas en demande de conseils. C'était un état des faits et je Témoignage. partageais, en fait, cette fragilité-là, alors que je n'avais jamais parlé de ces sujets. Bah, c'est une conversation qui s'est ouverte et que j'ai jamais véritablement refermée. Parce que j'ai pris conscience de la responsabilité que j'avais à avoir ouvert aussi cette conversation, vu les lettres, enfin les lettres, c'était des emails, hein, Ouais. mais les réactions que j'ai reçues, elles étaient tellement, enfin c'était fou, quoi. C'est Ouais. fou de prendre conscience du nombre de personnes qui souffrent encore aujourd'hui, parce que même si c'est il y a 10 ans, C'est peut-être même pire, hein, avec justement ces comparaisons, c'est ces horrible réseaux, parce ces qu'en fait, on a, entre 2016 et 2026, eu une période un petit peu paradisiaque où on a parlé de body positivisme. Là, on en est sorti totalement. complètement. Donc, du coup, Il y a un retour, justement à ce côté, d'extrême ouais. minceur et même de maigreur qui est valorisée. Donc, moi, c'était même pas pour tenter de ressembler à qui que ce soit. J'avais juste envie de me sentir bien dans mon Mmh. corps. Donc, cette année 2016, ça a été une année de changement majeur. La prise de conscience suite à cet article-là a fait que, d'un seul coup, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je me suis dit: «En fait, je vais démissionner». Mais est-ce que c'est un moment où justement tu dis: «OK, je partage». C'est un moment de fragilité, tu vois? On en Mmh. parlait au début. C'est un moment de fragilité. Je me rends compte qu'il y a des réactions et que je suis pas la seule à vivre ça et je m'autorise enfin justement à montrer qui je suis. Exactement et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je crois qu'en enlevant ce masque, de la perfection que j'ai essayé de montrer en permanence, moi je fais tout bien, c'est C'est ce qu'on joli. sent, hein, dans le Oui récit, tu vois? Ouais. et d'un seul coup, en fait, il y a une rupture de je ne peux plus faire semblant d'aller bien. Je laisse tomber le Ça, masque. je pose là, je dis juste: «Ça ne va pas» et je l'ai écrit de manière très spontanée et je l'ai publié. D'habitude, à chaque fois, mon mari, qui est artiste, mais qui a aussi une formation de graphiste, m'aidait sur le graphisme Mmh. du site et là, je lui ai pas demandé son avis, je l'ai fait toute seule. Tu as publié, quoi. Je l'ai Mmh. publié et je m'attendais pas, en fait, c'est l'équivalent d'un post viral sur Instagram. Mmh. C'est vraiment d'un seul coup un truc genre: «Waouh, Mmh. c'est dingue ce qui est en train de se passer» et je crois que, on parlait au tout début de la puissance versus la Mmh mh. fragilité et je crois que la première fois que je me suis sentie finalement, soulagée, ça a été dans ce partage-là. De me dire: «En fait, je crois que je vais plus avoir» en plus de tout ce que j'avais à trimballer, en plus de devoir faire semblant d'aller bien, c'était un petit cauchemar. Mmh. Donc mais j'ai pas trouvé de solution pour autant, miraculeuse. C'est-à-dire qu'il y avait pas de, Non, c'est un alors, cheminement. avant j'avais un Oui, problème, c'est sûr. maintenant j'ai testé le C'est un collagène cheminement, machin oui. et je n'ai plus de Mmh. rides. Ouais. Voilà, c'était pas du tout ce sujet. Pendant toute cette année, il s'est passé beaucoup de choses parce que quand on dit qu'on ne va pas bien, eh ben, on reçoit de l'aide. Mmh. Quand on commence à être un peu plus sincère par rapport à ça, il se passe quelque chose.
Un peu plus vulnérable, tu vois? C'est vraiment Voilà, ça. donc j'ai fait des rencontres. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Olivier Rollinger. Bon, je l'ai raconté 150 milliards de fois, donc si vous avez déjà écouté un podcast ou vous avez déjà lu un livre de moi, bah, vous devez vous dire: «Mais on n'en peut plus». Mais D'Olivier. voilà, c'est un chef, hein, qui a eu 3 étoiles au guide Michelin, pendant un certain nombre d'années, qui était chef à Cancale, qui a créé avec, sa famille les maisons de Bricourt. C'est un certain nombre d'hôtels et de restaurants dans la région de Cancale en Bretagne. Aujourd'hui, c'est son fils Hugo Rollinger qui a repris la cuisine, bah, déjà depuis 10 ans. C'est lui qui cuisine et Olivier aujourd'hui, lui, il est très, militant en fait, sur, ce que c'est que le bien manger, comment est-ce qu'on peut, éduquer les enfants et les adultes à mieux manger et à défendre en fait, les acteurs que ce soit les agriculteurs, qui essayent de bien faire, les pêcheurs qui essayent de bien faire. C'est quelqu'un d'engagé et d'assez exceptionnel et il se trouve qu'il a vécu quelque chose d'assez dramatique dans sa vie. Il a été roué de coups, dans une rue, un soir quand il avait une vingtaine d'années. Il a été laissé pour mort dans la rue et cet épisode-là, il me l'a raconté, quand on s'est rencontrés avec beaucoup de simplicité en me disant: «Vous savez, je crois que c'était, vous allez me prendre pour un fou, mais je crois que j'ai eu de la chance» et c c ce ce cet événement, vraiment dramatique qu'il le raconte sans pathos, mais qu'en plus, ils me disent que ça a été une opportunité pour lui. J'avoue que j'ai été, bouleversée parce que moi j'étais vraiment dans: «Oh, je me sens mal, je sais pas ce Mmh. que je veux faire, j'ai démissionné de M». J'ai monté une boîte pour commencer à faire un peu de consulting pour les marques de luxe parce que je me doutais bien qu'en sachant écrire, j'allais pouvoir Mmh. écrire et j'ai beaucoup écrit pour Chanel, pour plein d'autres marques, de luxe et voilà et c'était rémunérateur donc j'étais rassurée sur le plan financier, Ouais. mais j'avais toujours pas trouvé ce que je voulais faire. J'étais complètement paumée et j'avais toujours pas trouvé de réconciliation avec mon corps. J'étais Mmh. vraiment, toujours très disputée. Ouais. Il y avait mon corps là, ma tête là et bon et je rencontre Olivier et j'ai passé un moment vraiment, d'une grande douceur avec cet homme, qui, m'a présenté l'un des lieux qui venait d'ouvrir, la Ferme du Vent et qui m'a raconté son histoire, mais sans jamais être dans la plainte. Ouais. Et ça, c'était une grande leçon. C'est: «Ah, on peut, ne pas se présenter comme victime de sa propre histoire». On peut raconter qu'on a vécu des choses difficiles, mais qu'on les a transformées en quelque chose qui nous a changé positivement la vie. Ça ne veut pas dire que, il faut qu'il nous arrive des choses horribles pour qu'on puisse transformer, mais ça veut dire qu'avec la matière première qui nous est donnée, eh ben, on peut transformer cette souffrance et faire quelque chose, d'incroyable avec. Et moi, ça m'inspire. C'est ce qui me fait voir la vie autrement tout le temps. De me dire, OK, j'ai de la matière première comme une terre glaise qui serait posée là d'un seul coup. Ça peut être soit un tas qui ressemble à de la merde, soit on peut en faire une sculpture, on Mmh. peut, y mettre de la lumière et on peut se laisser inspirer par je choisis de le regarder autrement, je choisis de peut-être, y laisser passer un petit peu d'air, d'oxygène et de me dire: «Ah bah tiens, d'un seul coup, je peux faire quelque chose avec ça». Donc cette rencontre a été, phénoménale et puis ensuite, 1 mois plus tard, j'ai découvert un yoga qui a changé ma vie, qui s'appelle le Kundalini Yoga. Énorme, coup de cœur pour cette pratique alors que j'ai jamais été, sportive. J'ai toujours fait du sport, quand même de manière, régulière, mais pas, du tout intense et puis surtout, c'était la plaie pour moi d'aller au sport. Ouais. C'est vraiment le truc, je me dis: «Oh là là», je me force, j'y vais, mais ça me saoule et donc voilà, j'ai commencé en fait avec, ce yoga à découvrir quelque chose que je ne comprenais pas, qui était vraiment, un espace en moi gigantesque dans la méditation, où je pouvais sortir en fait de mes pensées et être dans un espace, qui me menait à une immensité que je ne connaissais pas. Donc grosse découverte et de fil en aiguille, je me retrouve à y aller vraiment, 3-4 fois, 5 fois par semaine. Qu'est-ce qui te fait du bien, du coup, dans cette pratique? Je me sentais très en sécurité en sortant. Je me sentais, délestée du regard des autres justement. Mmh. Je me sentais remplie de lumière en sortant, mais vraiment remplie des pieds à la tête. Je me demandais comment ça fonctionnait et parce que j'étais curieuse et toujours journaliste dans ma façon d'enquêter, Ouais. j'ai commencé à y aller beaucoup pour me dire: «Mais comment ça marche? C'est Mmh. quoi le truc, derrière?» Je pense que c'est ce retour au corps. Alors non, parce que j'avais fait plein d'autres sports et que ça m'avait pas fait ça. Il y a un mélange de plusieurs outils dans cette pratique qui, ont formulé une espèce
de recette idéale pour moi à ce moment-là. Ouais. Donc, la première des choses, c'est qu'il y a beaucoup d'endurance et des arrêts, un peu comme en entraînement fractionné. Et on va faire 2 minutes d'exercice très intense ou 3 minutes d'exercice très intense, puis 1 minute de pause. Donc, le cœur est très sollicité et déjà ça, en fait, ça permet vraiment de débrancher au niveau mental. Parce que si on fait un effort cardio très vif, qu'on s'arrête, on fait repartir le corps de manière très vive, on s'arrête, ben, dans l'entraînement fractionné, tout le monde va avoir ces effets où on a des sécrétions d'endorphines tout de suite. Donc ça, c'est lié vraiment à la partie cardio. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, le deuxième truc qui a vraiment joué, c'était les mouvements qui étaient à la fois doux et accessibles, parce que c'est pas un yoga qui est acrobatique. Il est difficile, mais il n'est pas acrobatique. Et il réclame pas qu'on ait de la souplesse tout de suite, donc on se sent pas nul. Ouais. Et on pratique les yeux fermés, donc on se compare pas avec les autres, parce qu'on n'a pas le temps, on est tout le temps les yeux fermés, à essayer de se concentrer sur ce qu'on ressent. Donc, on est avec le corps, en effet. On respire beaucoup et on a des respirations qui vont vraiment beaucoup oxygéner et qui vont aussi beaucoup solliciter le nombril et donc masser les organes de digestion. Donc faire circuler mieux le sang, faire circuler mieux la lymphe, mais aussi c'est comme si on faisait des automassages très puissants. Donc on ressortait tous avec les joues roses, un teint ultra lumineux, sans avoir forcément transpiré autant que si j'étais allée faire du cycling à l'intérieur. Et vraiment avec beaucoup de conscience et d'intention dans chacun des mouvements qu'on faisait. Plus le chant. Et donc le chant, moi, j'aurais jamais imaginé que ça allait me plaire autant. Mais le fait de chanter un mantra dans une langue que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas la signification, et de la répéter. Ouais, tu te dis: C'est «Allez, juste, vas-y». non, mais c'était trop bien parce Ouais. que ça me permettait vraiment de débrancher et de ne pas réfléchir. Alors que la méditation, j'avais longtemps essayé et j'étais jamais très régulière Ouais, d'accord. parce que ça m'ennuyait au bout d'un moment. Je me mettais quand même à penser à ma to-do list et là, pas du tout. Le fait d'être occupée par le chant et de répéter, bah, je m'accrochais au fait de répéter correctement les syllabes sans bien comprendre ce que j'étais en train de répéter, mais ça m'a fait énormément de bien. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à y aller 4 à 5 fois par semaine. Vraiment, j'étais très assidue, alors que jamais j'avais été Ouais. assidue dans aucune activité sportive. Et puis, bah, j'ai fait des stages, des retraites, et puis à un moment, l'étape d'après, c'était de se former. Et je me suis formée à l'enseignement de ce yoga, et j'ai commencé à l'enseigner fin 2018. D'accord. Et maintenant, justement, puisqu'on parlait de regard des autres, tu dirais que tu t'es complètement affranchie du regard des autres, du fait de ces Non, mais expériences-là? je Est-ce que tu suis plus la même personne qu'en 2016, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, mais tu dirais que tu es arrivée à un moment où tu te dis: Justement, je m'en fiche du regard des autres complètement?» Non. Ou il y a encore toujours ce truc, Non, mais qui se dit qu'il s'en fiche complètement du oui, regard des autres? je pense qu'il y en a. Je Moi, pense j'en qu'il y en connais a. pas beaucoup, hein. Mais en tout cas, ne serait-ce que par discernement, c'est-à-dire que par simple déduction, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, quand on prend la parole de manière publique, c'est pas que je m'en fiche du regard des autres, mais je suis consciente que je peux potentiellement blesser, que je peux Ne pas faire plaire à tout le monde. oui Ouais. et alors moi, c'est pas en termes de séduction que ça se pose, mais quand on est sur les réseaux sociaux, et qu'on commence à avoir une grande communauté, tout ce qui est dit peut devenir viral dans un sens très négatif aussi. Donc, on n'est plus dans une liberté de ton que celle qu'on a connue, je dirais, avant les années 2020. Voilà, là, aujourd'hui, en fait, on est tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, on est quand même conscients qu'à n'importe quel moment, on peut dire potentiellement soit une bêtise, soit quelque chose qui peut être mal interprété, être maladroit. Donc moi, je suis quand même prudente. Donc je m'en fiche Mmh. pas du regard des autres parce que je suis prudente, je suis consciente qu'il n'y a pas les mêmes codes que ceux que j'ai connus quand j'ai commencé à m'exprimer sur Instagram. Ouais, oui. Les codes ont changé, ouais, Voilà, effectivement. ça a beaucoup changé. Le jugement est beaucoup plus élevé. On juge tout le temps. Maintenant, en fait, les médecins se jugent entre eux, les coachs se jugent entre eux. La nouvelle mode, c'est d'avoir son visage avec une vidéo derrière et de juger et de dire, alors, vous voyez, ce médecin, ce qu'il vous dit, bah, c'est complètement faux. Les vrais profs de pilates, ils font ça. Les vrais profs de yoga, ils font ça. Et des gens qui donnent des notes, en fait, à tout le monde en permanence. Donc,
le niveau de jugement s'est élevé, pas simplement en politique, mais dans tous les domaines. Donc oui, ne pas avoir peur du tout du regard des autres, c'est ne pas prendre conscience non plus que on doit être prudent aussi dans notre manière de faire. On n'est pas totalement libre. Et Ma question, c'était plus un apaisement vis-à-vis du regard. C'était oui, plutôt ça, alors tu vois. oui, ça par contre, je pense que le fait de devenir prof de yoga, alors qu'on m'attendait sur plein de sujets, mais jamais on aurait pu, même moi, je me disais, je vais quand même pas être cette journaliste qui devient céramiste, prof de yoga ou naturopathe, parce que c'était les 3 professions qui étaient, enfin voilà, beaucoup de filles de la mode ont quitté la mode à un moment pour devenir, parce qu'elles avaient un appel spirituel ou un appel, voilà. Et bah, j'ai fait partie de cette troupe-là. Ouais. Et je me disais, oh là 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 là, c'est pas possible. Moi là, Et- j'ai toutes les cases là, je coche toutes les cases. Et ce qui t'a appelé, justement, c'était comment tu te sentais, le bien-être que tu éprouvais. De toute façon, je fonctionne par urgence. C'est-à-dire, j'ai pas réfléchi aux choses en me disant: «Je vais quitter M le magazine du Monde et puis après je vais faire ci Ouais, ou ouais, ça». j'ai bien compris ça, c'est C'est bien genre, compris. je peux pas faire Ouais, autrement, donc je j'y m'en vais. vais et puis, bah, le yoga ça me plaît donc je continue dans cette direction-là. Et par contre, ce qui a tout changé depuis le yoga, même si aujourd'hui j'en fais plus beaucoup et que je fais plus de pilates et de muscu et d'autres outils, que j'utilise d'autres outils, c'est: va là où est ton enthousiasme. Ouais. Essaye pas de comprendre. Va là où est ta joie. Ça veut pas dire de se mettre en danger et de tout quitter, mais je sais que là où il y a de l'enthousiasme, il y a du succès potentiel, de l'abondance potentielle. J'en suis convaincue. Ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est un beau message, un beau mantra, plutôt que de se dire, et notamment justement dans ces milieux aussi des fois entrepreneuriaux où on nous dit: «Allez là où il y a des opportunités». C'est vrai que, je trouve que c'est déculpabilisant et rafraîchissant de dire, bah, finalement va où il y a de la joie, va où tu te sens bien, va où il y a de Mmh. l'énergie, il va se passer de belles choses. Mmh. Je te propose de passer peut-être tu nous as transmis pas mal de leçons de vie, au travers ton récit et j'ai quelques petites questions signatures que j'aime bien poser, Mmh. à l'ensemble de mes invités. Tu nous as parlé du beau et du fait que ça avait, de l'importance pour toi. Qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie? Moi, je suis facilement émerveillée, donc j'ai l'émerveillement facile. Je peux être, très touchée, par un ciel, en fin de journée ou par, une fleur sur le rebord d'une fenêtre en passant dans une rue. Donc la beauté, je la vois et je la trouve assez facilement et elle n'est pas, liée, à un physique ou à un objet. Elle est vraiment, j'essaye de m'entraîner en tout cas à la voir partout, où elle se montre et on peut trouver de la beauté quand on joue à ce jeu-là, on peut trouver de la beauté dans quasiment tout, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'émeut le plus? La sincérité, Ouais, ouais. la sincérité profonde, Oui, oui. Oui, les mmh, les les gens qui enlèvent les masques, c'est ce qui me touche le plus, ouais. mmh. Et quelle valeur, du coup, tu as transmis à ta fille, donc de 18 ans, vis-à-vis justement de toute cette transformation, de ces moments un petit peu difficiles? Évidemment, elle a pas la même vie que toi, donc tu vois, enfin, elle a pas vécu les mêmes traumas que toi, mais qu'est-ce que tu as essayé de lui transmettre Alors, profondément pour qu'elle s j'espère que j'ai réussi à lui donner le goût de la liberté, d'être qui elle a envie d'être ouais. et de faire ce qu'elle a envie de faire, et de se laisser guider par sa joie. Mais, se libérer totalement du regard des autres, j'espère, elle entendra aussi ça. Parce que moi, je pense qu'on a le chemin est tel qu'il est, il est parfait. Je cherche pas à refaire les choses, Mmh. tout ce que j'ai vécu, c'était toujours pour une raison. Mais il y a quand même eu des années où je me suis bien pourri l'existence à m'imaginer ce que les autres allaient penser d'un départ, d'une création, en fait, les gens ne s'en foutent Mmh. complètement de ce qu'on fait, en Mmh. fait. C'est surtout ça. Mmh. En fait, c'est un réflexe qui est plus narcissique qu'on Mmh. ne le pense. Oui, c'est vrai, les gens sont souvent finalement axés sur eux, leur propre réussite, leur vie, leur Ouais, famille, leurs amis, ce que ils ont tu pas le fais temps de toi. regarder, Bah non, c'est vrai. C'est pour ça que je te parlais d'apaisement vis-à-vis du regard des autres, bien que je sois d'accord avec ce que tu as partagé sur la partie réseau, mmh. avec, il y a de plus en plus de critiques. Si tu pouvais transmettre un message à la toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Du coup, pile en 2016, D'avoir confiance, en la vie, en ce qui ouais, d'avoir arrive. confiance en elle et en la vie, que tout va bien se passer. Mmh. Mmh. Et si, tu pouvais entendre une femme au micro de Puissante, qui ce serait? Jen Hart Smith, enfin Jennifer Hart Smith, Ouais. c'est une fille qui est chef et qui est,
créatrice aussi d'une newsletter, qui est auteure de livres, et je la trouve assez exceptionnelle parce que, elle travaille énormément à apprendre et à transmettre aux autres, des façons de bien s'alimenter, mais sans jamais, donner de Culpabiliser. leçons, ni culpabiliser. Ouais. D'accord, je note. J'ai un rituel de fin d'épisode qui consiste à te regarder dans le miroir, donc je Ah te donne oui. le petit miroir et je te pose 2 Mmh. questions. Donc tu prends le miroir et tu te regardes et je sais que c'est pas facile, Je me regarde. je sais que c'est pas facile de se regarder. J'ai une première question, qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme qui va avoir, 50 ans cette année Qui ne le fait pas. et qui a encore plein d'envie, comme si elle avait, 32 ans. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette femme, là, tout de suite, sans trop réfléchir? On peut d'avoir confiance, toujours avec cette idée de confiance. Même message qu'en 2016. Est-ce que tu peux poser le miroir, est-ce que c'est le conseil aussi que tu donnerais aux auditrices de Puissante, d'avoir confiance? Ou est-ce que tu as un après j'ai bien aimé ton conseil autour de va là où il y a de la joie, mais est-ce que si tu avais un autre conseil à donner? Ouais, la joie, c'est quand même un bon guide parce que je pense que quand on fait les choses et que ça nous rend triste, ça peut pas fonctionner très longtemps. Donc suivre sa joie, mais j'ai toujours cette image en fait de la fée Clochette, où il y a de la poudre comme ça qui circule. Pour moi, c'est, aller vers sa joie sans forcément qu'il y ait de logique. Mmh. Par exemple, si on aime vraiment, je sais pas moi, le tricot et qu'on se dit: «Oui, mais je peux pas en faire une activité professionnelle». C'est pas grave, hein. Vas-y, I f f On peut explore. le faire 1 heure par jour Mmh. et juste cette heure de joie-là, et ben, on sait pas où est-ce qu'elle va nous mener. Aller vers sa joie, c'est pas aller vers la direction finale. C'est, moi voilà, je suis allée vers ma joie en faisant du yoga et puis, aujourd'hui j'ai envie de faire d'autres choses et je sais pas exactement où ça va être, mais j'essaie d'être très attentive à: «Ah là j'ai de l'enthousiasme, bon» et puis si j'en ai plus, c'est OK aussi parce que des fois on n'a pas de joie, on n'a pas d'envie, on peut être très déprimé et ben on essaye au moins de prendre soin de soi et voilà et l'autre chose, c'est de prendre soin de son corps, à travers le mouvement. Même si c'est juste marcher une demi-heure par jour, Mmh. parce que ça a des conséquences folles sur la psyché et je pense que c'est la première des choses qu'on devrait, demander quand on va voir chez le médecin, enfin quand on va chez le médecin pour faire un bilan, c'est, Est-ce que vous bougez? «Est-ce que vous Ouais, bougez? ouais. Est-ce que vous bougez?» et si vous ne bougez pas encore, il est temps de s'y mettre dès demain et de se dire, voilà, marcher une demi-heure par jour, par exemple, tous les jours, ça va vraiment avoir un impact gigantesque sur la santé mentale, pas Ouais simplement sur le corps. et ça vous fera du bien. Merci Ouais. beaucoup, Merci. Lily, pour cet échange. J'ai été ravie de te Bah, moi recevoir. aussi, j'étais très contente. Merci. Merci. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.